Belphégor par Arthur Burned. Troisième partie, le fantôme noir. Chapitre 2, Monsieur Lacheneur. Lorsque Chantecoq et Jacques Bellegarde se retrouvèrent dans la rue, la première phrase que prononça le journaliste fut pour demander au détective si celui-ci était content de lui. « Très, répliqua nettement le grand limier. Vous avez admirablement joué votre rôle. Et ce n'était pas commode, surtout avec un gaillard tel que Ferval. Vous ne pourriez pas me décerner un compliment plus agréable ? Il n'y a qu'un moment où j'ai eu peur. Quand donc ? Lorsque Ferval a sorti vos lettres. Le fait est que, sans le regard que vous m'avez lancé, et dont j'ai tout de suite compris la signification, je me demande si je serais resté maître de moi. Mais Chantecoq, et là un taxi qui passait à vide. Maintenant, fit-il, filons vite chez le baron Papillon. J'ai idée que nous y apprendrons des choses intéressantes. Quelques instants après, l'auto de place qui véhiculait le limier et le journaliste s'arrêtait rue de Varennes, devant un très bel hôtel du XVIIe siècle qui évoquait la grandeur solennelle de cette époque. Chantecoq fit fonctionner la sonnette dont la poignée de cuivre était placée à la droite d'un portail monumental, orné d'un frontispice, décoré d'un blason sculpté en relief. Au même instant, une petite auto débouchait dans la rue. C'était la voiturette du bossu. Celui-ci, près duquel se tenait l'homme à la salopette, aperçut le détective et le reporter, stoppa aussitôt à une trentaine de mètres de l'hôtel, devant lequel le détective et le reporter attendaient toujours qu'on leur ouvrît. « Ah ça !» murmura le bossu à l'oreille de son compagnon. « Qu'est-ce que Chantecoq peut bien venir faire chez les Papillons ?» Certain de n'avoir pas été reconnu, car Chantecoq et le faux Cantarelli lui tournaient le dos, il fit aussitôt marche arrière et s'en fut se mettre à l'abri d'une énorme voiture de déménagement qui stationnait devant une maison voisine. La porte de l'hôtel s'ouvrit enfin, laissant apparaître la tête bourrue d'un concierge en grande livrée, qui tout de suite dévisagea les visiteurs d'un air hautain et antipathique. « Vous désirez ?» interrogea-t-il d'un ton rogue. Chantecoq poliment répliquait. « Parlez à monsieur le baron Papillon. »« Monsieur le baron est sorti, » répliquait sèchement le cerbère. Le détective insistait. « Vous ne savez pas à quelle heure il rentrera ? » ?»« Non. Il s'agit d'une affaire urgente. Je n'y puis rien. Cependant... » Avec importance et autorité, le concierge dédaignait expliquer. « Vous n'aurez qu'à écrire à monsieur le baron Papillon pour lui demander une audience en lui exposant le but de votre visite. »« Comme à un ministre !» goguenardait le limier. « Parfaitement, comme à un ministre !» martela le concierge, fermé d'ailleurs à toute ironie. Et il referma la porte au nez de son interlocuteur. « Le baron Papillon peut se vanter d'être bien gardé, » constatait Bellegarde. « Ce n'est qu'un retard sans conséquence, » affirmait Chantecoq. « Nous allons entrer tout de suite dans un bureau de poste d'où j'enverrai un pneu au baron. Je suis certain qu'il me répondra d'une façon favorable et immédiate. » Et tous deux s'éloignèrent. Le bossu qui les guettait les vit disparaître à l'angle de la rue. Il attendit encore prudemment quelques instants. Puis, remettant sa voiture en marche, il s'en fut s'arrêter devant l'hôtel et fit entendre 2 coups de klaxon. Presque aussitôt, la porte d'entrée s'ouvrit à 2 battants. Le concierge reparut. Il n'avait plus son air renfrogné et souriait même au bossu, qui, tout en restant à son volant, l'appela près de lui. L'homme en livrée s'approcha aussitôt, et soulevant sa casquette, il fit « Bonjour, monsieur Lacheneur. Vous avez fait une bonne promenade ?»« Oui, très bonne, » répliquait le complice de Belphégor. Puis il interrogea aussitôt. « Que désiraient ces gens qui viennent de partir ?» Le portier déclarait. « Parlez à monsieur le baron, pour une affaire urgente et grave. » Le bossu réfléchit un instant, puis il reprit. « Monsieur le baron est-il là ?»« Non, monsieur Lacheneur. Il est sorti, avec madame la baronne, et il ne rentrera que très tard dans la soirée. »« Bien. » Et, se retournant vers l'homme à la salopette, le bossu lui dit à haute voix. « Je n'ai plus besoin de vous. » Et se penchant à son oreille, il murmura. « Il est grand temps d'agir. À ce soir, 11h, où vous savez. » L'homme à la salopette fit un signe d'acquiescement et sauta à terre. Le bossu remit sa voiture en marche. Après une manœuvre des plus correctes, il pénétra dans la cour de l'hôtel et s'en fut ranger sa voiture dans le garage qui remplaçait les écuries d'antan. Puis, gravissant le large perron, il pénétra dans un vestibule, gravit un escalier aux marches de pierre et à la rampe de fer forgé,
qui donnait accès au premier étage, traversa une antichambre et pénétra dans un cabinet de travail moins vaste que celui du château de Courteil, mais tout rempli de meubles et de bibelots qui en faisaient un véritable musée. Mathias Lachner, d'origine indécise et de pays incertain, était acheteur pour le compte d'un grand marchand d'antiquités parisien, lorsqu'il fit chez son patron la rencontre de M. Papillon. Par sa vive intelligence, son apparente honnêteté et sa connaissance remarquable du bibelot, il ne tarda pas à attirer sur lui l'attention du baron, dont, à force de flagornerie et de bassesse, il acheva de faire la conquête. Papillon, qui n'était qu'un négociant enrichi dans la vente du cacao et savait à peine distinguer le Louis XV du Louis XVI, lui offrit de devenir, à des appointements mieux qu'honorables, son conseiller artistique. Et depuis 1 an que le bossu occupait ce poste, il avait vu grandir sa faveur à un tel point que le baron ne faisait plus aucune acquisition sans le consulter. Ce qui permettait aux rusés coquins de toucher d'importantes commissions, dont son patron faisait naturellement tous les frais. Comment ce personnage, dont le passé devait être singulièrement louche, était-il devenu le collaborateur du mystérieux Belphégor? Quel lien, assez puissant en dehors d'un intérêt manifeste, l'unissait au fantôme du Louvre, pour qu'il lui témoignât un dévouement et une obéissance de tous les instants? Laissons à Chantecoq le soin de débrouiller cette énigme, et contentons-nous dès à présent de demeurer en tête-à-tête avec ce redoutable bandit. Après avoir déposé son chapeau de feutre sur un meuble, il s'installa devant une délicieuse table en bois de rose, au bronze délicatement ciselé, et il ouvrit un dossier, qui contenait un certain nombre de lettres. Lachner les lut avec attention, jetant les unes au panier, conservant les autres, auxquelles il se mit à répondre, avec la ponctualité d'un bureaucrate. Cela le mena jusqu'à 7 heures du soir. Il se disposait à se rendre dans le petit appartement particulier que le baron Papillon lui avait fait aménager dans l'aile gauche de l'hôtel lorsqu'on frappa à la porte. « Entrez » fit-il de sa voix de fausset. C'était un valet de chambre qui, un plateau à la main, s'approchait de lui en disant « La correspondance de monsieur le baron ». Le bossu prit les lettres et les rejeta l'une après l'autre sur la table. Seul un pneumatique retint son attention. Après quelques secondes d'hésitation, il se décida à l'ouvrir. Et voici ce qu'il lut. « Monsieur le baron, j'ai l'honneur de vous demander un entretien. Il s'agit d'une affaire très grave et qui vous intéresse particulièrement. Veuillez agréer, monsieur le baron, l'expression de mes sentiments les plus distingués. Chantecoq, détective privé. 5 allée de Verzy, Les Ternes. Téléphone W0345. » Lachner eut un ricanement sinistre. Puis il déchira le pneumatique en tout petits morceaux qu'il glissa dans sa poche, et tout en se frottant les mains, il murmura « Et maintenant, monsieur Chantecoq, à nous deux. » Mais tout à coup il songea. Et si, ne recevant pas de réponse, ce diable d'homme s'avisait de téléphoner à ce crétin de baron? En effet, pour qu'il insiste à ce point, il faut qu'il ait quelque chose de très important à lui demander. Et c'est probablement de moi qu'il s'agit. Diable, diable! La prudence la plus élémentaire me commande donc d'empêcher toute rencontre entre Papillon et Chantecoq. Parbleu, c'est bien simple, il n'y a qu'à interrompre toute communication téléphonique. Ceci décidé, le bossu se rendit tranquillement dans la salle à manger, où l'attendait un excellent dîner, auquel il fit largement honneur. Puis il descendit à l'office, où se trouvait le standard. 5 minutes après, il en ressortait sa besogne accomplie. Il se rendit au garage, dont il ouvrit la porte à 2 battants, grimpa sur le siège de la voiturette, mit en marche son moteur et sortit dans la cour. Attiré par le bruit, le concierge apparut sur le seuil de la loge. « Vous allez en course, monsieur Lachner ?»« Non, » répondit le bossu. « Je vais passer la soirée chez des amis. » Le cerbère ouvrit le portail, et le complice de Belphégor, appuyant sur la pédale, gagna la rue de Varennes. À une allure modérée, il atteignit le boulevard Saint-Germain et obliqua à droite, dans le boulevard Saint-Michel, traversa la place de l'Observatoire, monta jusqu'au Lion de Belfort, longea l'avenue d'Orléans, dans toute sa longueur, et un peu avant d'atteindre la barrière, s'engagea dans la rue Bonnier, puis dans une impasse faiblement éclairée et bordée de maisons, ou plutôt de masures qui profilaient à la clarté de la lune leurs silhouettes lézardées. Stoppant devant une bicoque uniquement formée d'un rez-de-chaussée que surmontait un toit
auquel il manquait un certain nombre d'ardoises, il arrêta son moteur, boucla le flic, adapté au volant, se dirigea vers la maisonnette et tirant de sa poche une assez grosse clé, il l'introduisit dans la serrure d'une porte pratiquée au milieu de la masure, entre deux fenêtres qui, garnies de barreaux de fer rouillé, ne laissaient filtrer aucune lumière. Et s'introduisant à l'intérieur, il referma derrière lui la porte. Puis ce fut un bruit de verrou que l'on tire, des chaînes que l'on tend. Qu'allait donc faire le bossu en ce lieu sinistre? Belphégor par Arthur Berned. Troisième partie, le fantôme noir. Chapitre 3, Pauvre Jacques. À la villa de Chantecoq, tandis que Godfrey continuait avec ses deux Danois à monter une garde vigilante autour de la maison, le détective, Colette et Jacques, qui avait gardé son travestissement de Cantarelli, achevaient de dîner sous la véranda, lorsque Marie-Jeanne apparut. « Ces messieurs et dames sont-ils satisfaits ?» demanda-t-elle d'un air épanoui, qui prouvait qu'elle s'attendait à de légitimes compliments. « Votre dîner était parfait, » répliquait Colette. « Moi, déclarait Chantecoq, j'ai repris 3 fois du canard au porto. Et ma croûte aux fruits, délicieuse, affirmait Bellegarde. Je suis bien contente, affirmait l'excellente Madame Godfrey. Et après avoir déposé près du détective quelques feuilles du soir, elle se retira. Chantecoq s'empara d'un journal, l'ouvrit et le déplia. Bellegarde et Colette allaient en prendre chacun un autre, mais tout à coup, le grand limier lançait en riant. « Ce pauvre Ménardier, quel entêté! Décidément, il veut se couvrir de ridicule. » Il tendit la feuille à Bellegarde, et tout en lui indiquant du doigt un passage, il ajouta « Si vous voulez vous régaler, dégustez cela. » Jacques s'empara du journal et lut l'entrefilet suivant. L'inspecteur Ménardier a découvert l'identité de l'un des complices de l'assassin du Louvre, qui ne serait autre qu'un jeune journaliste connu. L'arrestation du coupable serait imminente. « Vous ne trouvez pas qu'il va fort, ce cher inspecteur ?» lançait ironiquement Chantecoq. Jacques ne lui répondit pas. Il continuait sa lecture. Soudain, ses traits se contractèrent sous l'emprise d'une violente émotion intérieure. Le grand détective, surpris, reprit. « J'espère que cela ne va pas vous empêcher de dormir. Vous ne supposez pas que Ménardier vous a repéré et qu'il va venir vous arrêter chez moi. » Toujours sans dire un mot, Jacques déposa le journal sur la table. Son visage trahissait plus que de la préoccupation, de la douleur. Tandis que Colette considérait le journaliste avec anxiété, Chantecoq demandait. « Qu'avez-vous, cher ami ?»« Un malaise subit, » fit Bellegarde en portant la main à son front. « Je vous le répète, » insistait Chantecoq, « vous n'avez rien à craindre de Ménardier. Si j'avais le moindre doute à ce sujet, j'aurais déjà pris toutes les précautions nécessaires. »« Ce n'est pas cela, » déclarait le journaliste. « Je ne me sens pas très bien, voilà tout, et je vous demande la permission de me retirer. » Colette chercha son regard et ne le rencontra pas. Jacques se leva, salua son hôte et rentra dans la maison d'un pas mal assuré. « Mon Dieu !» fit Colette en pâlissant. « Qu'as-tu » interrogeait son père. La jeune fille murmura. « Si Belphégor l'avait empoisonné ?»« C'est impossible » déclarait le roi des détectives d'un ton incisif. « Cependant, réfléchis un peu. Je n'ai pas quitté Bellegarde depuis ce matin. Je suis sûre qu'il n'a rien absorbé au dehors, et je pense que tu ne vas pas accuser cette brave Marie-Jeanne d'être la complice de Belphégor. »« Oh non, père ! Mais je me demande si ce misérable n'aurait pas, à l'insu de cette brave femme, réussi à glisser un toxique dans nos aliments ou dans notre boisson. »« En ce cas, rétorquait le grand limier, nous serions empoisonnés tous les 3. » Colette n'insista pas. Machinalement, elle prit le journal que Jacques avait laissé et en commença la lecture. Tout à coup, elle tressaillit, et comme frappée au cœur, elle eut un faible cri. Mais il était si douloureux que son père lui arracha le journal, et chercha à découvrir ce qui avait bien pu causer à son enfant un si profond chagrin. Tout de suite, il fut fixé. À quelques lignes au-dessous de l'entrefilet qui annonçait l'imminente arrestation de Jacques, il découvrait ceci. Mademoiselle Simone Desroches, l'auteur d'un poème intitulé « Beaux rêves », a été frappée la nuit dernière d'un mal subit qui ne laisse malheureusement que peu d'espoir de la sauver. Chantecoq dirigea ses yeux vers sa fille.
Colette, qui avait beaucoup de peine à retenir ses larmes, s'écria « Je comprends, il l'aime encore !» Affectueusement, Chantecoq attira sa fille contre lui. La nuit était venue, et les rumeurs du dehors n'arrivaient plus que très atténuées jusqu'à la villa du détective. Soudain celui-ci dressa l'oreille. Il lui semblait avoir entendu, de l'autre côté de la maison, dans la partie du jardin qui donnait sur l'allée de Verzy, un bruit de pas faisant grincer les petits cailloux de l'allée. Presque en même temps, des aboiements de chiens s'élevaient. Chantecoq s'écria. « C'est Godfrey sans doute, qui se promène avec ses Danois. »« Mon père, fit Colette en se dressant, c'est lui qui s'en va la retrouver. » Chantecoq se précipita, suivi par Colette, au comble de l'angoisse, et rejoignant Godfrey, il lui demanda « Tu as vu monsieur Bellegarde ?»« Oui, monsieur, à l'instant même. »« Où est-il ? » ?»« Il vient de partir, même qu'il ne doit pas être très loin. » Le détective courut vers la porte d'entrée, l'ouvrit, se pencha au dehors. Bellegarde avait déjà disparu. Revenant vers Godfrey, le grand limier lui demanda « Était-il toujours camouflé ?»« Non, » répliqua l'ancien gardien du Louvre. « Il avait sa tête et ses habits ordinaires. »« Tu es stupide, » grondait le détective. « Tu n'aurais pas dû le laisser partir. »« Je ne savais pas, monsieur. »« C'est juste, j'aurais dû te donner la consigne. » Colette affolée s'exclamait. « Il va se faire arrêter !» Mais sur un ton d'énergique assurance, Chantecoq lui répliquait « Rassure-toi, je veille. » À bout de courage, la jeune fille laissa tomber sa tête sur l'épaule de son père en murmurant « Mon pauvre Jacques !» La conscience bouleversée beaucoup plus que le cœur par la nouvelle qu'il venait de lire dans le journal, Jacques Bellegarde, sautant dans un taxi, s'était fait conduire à Auteuil. Sans remarquer un individu qui se tenait caché aux alentours de l'hôtel de Mademoiselle Desroches, et qui n'était autre que l'homme à la salopette, le journaliste sonna d'une main hésitante à la porte de cette maison où il croyait si bien ne plus jamais revenir. La porte s'ouvrit. « Juliette !» s'écria le journaliste, en reconnaissant la femme de chambre, dont le visage consterné et les yeux rougis de larmes achevèrent de l'affoler. « Alors » murmura-t-il d'une voix presque imperceptible. « Tout est fini » déclara Juliette en étouffant un sanglot. « Elle est morte » bégaya le journaliste. « Oui, monsieur. » Bellegarde, comme un fou, pénétra dans la maison. La femme de chambre lui ouvrit la porte du salon. Il s'écroula sur un siège et demeura accablé, brisé par la conviction qu'il était la cause de cette catastrophe, torturé par un remords tel que peuvent en avoir les âmes aussi sensibles et aussi loyales que la sienne. De plus en plus convaincu qu'il était l'assassin moral de cette femme dont il avait méprisé l'amour, persuadé qu'incapable de supporter une rupture qu'elle avait feint d'accepter, soit par fierté, soit par désespoir, Simone avait volontairement mis fin à ses jours. Jacques demeurait effondré sur son siège, incapable de réagir, de raisonner, de se chercher une excuse, lorsque mademoiselle Bergen apparut. Sa figure exprimait un profond chagrin. Le reporter se leva et s'enfuit vers elle. « C'est donc vrai ?» fit Bellegarde, les yeux égarés, les lèvres tremblantes. « Notre pauvre Simone est morte dans mes bras cet après-midi. »« C'est horrible !»« Horrible, en effet. » Elsa Bergen se tut. Dans ce silence, le reporter crut deviner toutes les accusations, tous les reproches, et il courba le front. Mais une question qu'il n'osait poser le harcelait, à un tel point qu'incapable de résister à l'impulsion intérieure qui l'épouvantait, il bégaya. « Elle s'est suicidée ?»« Non, » répliqua la Scandinave. « Ainsi que je vous l'ai dit l'autre matin, lorsque je suis venue vous supplier de revenir près d'elle, Simone avait le cœur malade, plus malade même que nous ne pouvions le supposer. Alors c'est moi. Je ne veux pas vous accabler, monsieur Bellegarde, mais vous lui avez fait bien du mal. Si vous saviez combien je le regrette. Trop tard, hélas. Vous pouvez tout me dire, car j'ai tout mérité. » Mademoiselle Bergen regarda Jacques. Il était si sincèrement douloureux, si abattu, si déchiré, qu'elle en parut quelque peu apitoyée, et d'une voix moins sèche, d'un accent moins hostile, elle reprit. « Je dois à la vérité de vous apprendre que vous n'êtes pas le seul coupable. » Bellegarde releva la tête. La demoiselle de compagnie poursuivait. « Certes, votre attitude avait jeté notre pauvre Simone dans un état des plus inquiétants, mais, somme toute, elle avait résisté à la crise terrible que votre départ avait provoquée en elle,
et j'avais lieu d'espérer qu'elle en sortirait victorieuse, lorsqu'un incident imprévu a achevé notre chère blessée. « Un incident imprévu ?» répétait Jacques, qui dans le désarroi de son esprit ne comprenait pas encore. La Scandinave reprenait. « Peut-être avez-vous entendu dire que le fantôme du Louvre s'était introduit dans cette maison et y avait dérobé vos lettres ?» Simone en a éprouvé une telle frayeur qu'une nouvelle crise s'est déclarée. Cette crise, après la si cruelle émotion qu'elle venait de traverser, ne pouvait que lui être fatale. Quand elle s'est sentie près de la fin, elle a prononcé votre nom. Je lui ai demandé « Dois-je l'envoyer chercher ?» Elle m'a répondu « Non, car il ne vous croirait pas et il refuserait de venir. » Et elle a ajouté d'une voix que je n'oublierai jamais « J'aime mieux m'en aller, avec la consolation de me dire qu'il ne peut plus m'en vouloir, puisque je me suis sacrifiée. » Et me prenant la main, ce fut son dernier geste, en même temps que ses dernières paroles, elle a murmuré « Vous lui direz que je lui pardonne. » « Pauvre Simone !» fit Jacques atterré. La demoiselle de compagnie hocha tristement la tête, puis elle fit « Je vais vous faire lire ses dernières volontés. » Et elle emmena le reporter dans un boudoir. Un grand frisson secoua le pauvre garçon. C'était là qu'il l'avait vue pour la dernière fois, qu'il avait implacablement, victorieusement, résisté à ses larmes et à ses prières, et lui avait porté le coup fatal, dont elle ne devait pas se relever. Elsa Bergen s'approcha du secrétaire, l'ouvrit et prit sur l'une des tablettes un papier qu'elle tendit à Jacques. Celui-ci s'en empara et lut ces quelques lignes tracées d'une main défaillante. « Lorsque je ne serai plus, je veux que l'on m'emporte dans mon atelier et que l'on m'étende sur le grand divan noir parmi les fleurs que j'aimais. » Après un instant d'incertitude, le journaliste fit timidement « Je voudrais la voir. » La Scandinave demeura un instant impassible. Bellegarde se demandait si elle avait accédé à sa requête. Il se préparait à insister, car une force irrésistible lui ordonnait de se rendre au chevet de la morte, de s'y agenouiller, non pour implorer de son âme envolée et sans doute déjà lointaine un pardon qu'elle lui avait déjà accordé, mais pour se recueillir, et pour enfin donner libre cours aux sanglots qui l'étouffaient. « Mademoiselle, murmura-t-il d'un air suppliant. « Venez, fit simplement la demoiselle de compagnie. » Tous deux quittèrent le boudoir, et gagnant le jardin, se dirigèrent vers l'atelier, dont on apercevait à travers les frondaisons des grands arbres les vitrages éclairés par une discrète lumière. Ils atteignirent la porte qu'Elsa Bergen ouvrit avec ce respect toujours un peu craintif qu'inspire la mort. Ils s'arrêtèrent sur le seuil. Bellegarde se découvrit et aperçut, au milieu de la pièce transformée en chapelle ardente, le grand divan noir sur lequel reposait Simone, à demi ensevelie sous les roses. Jacques s'avança lentement vers Simone, dont la mort n'avait pas altéré la beauté. C'était elle encore, telle qu'il l'avait connue, mais les yeux fermés, la bouche close, et toute pâle de la blancheur ivoirine d'un cierge. Arrivé près du divan, les yeux fixés sur celle qui, peu de temps auparavant, semblait respirer la vie avec tant de délices, il s'absorba dans sa méditation. Puis, insensiblement, il se laissa glisser à genoux. Discrètement, mademoiselle Bergen se retira. En traversant le jardin, elle aperçut le valet de chambre qui accourait vers elle. « Mademoiselle, annonçait-il d'un air agité, la police est à la maison. »« La police ?» répéta la Scandinave. « Oui, l'inspecteur Ménardier. Celui précisément qui est chargé d'arrêter le fantôme du Louvre. Il l'a accompagné de 2 agents civils. » « Vous a-t-il dit ce qu'il voulait ?»« Non, mademoiselle, il a simplement demandé à vous parler tout de suite. Je l'ai fait entrer au salon. » « Vous avez bien fait. » La demoiselle de compagnie s'en fut rejoindre Ménardier, qui, après l'avoir aussitôt salué, attaqua. « Nous avons la preuve que Jacques Bellegarde est l'un des auteurs, sinon l'auteur principal, de l'assassinat du gardien en chef Sabara et du vol d'un trésor caché au Louvre. »« Est-ce possible ?» s'écria Elsa Bergen avec une expression de profond saisissement. « Ce n'est hélas que trop vrai, » affirmait Ménardier. Et avec force il poursuivit. « Nous avons été prévenus que Jacques Bellegarde se cachait dans cet hôtel. » Douloureusement, la Scandinave déclarait. « Monsieur, il y a une morte, ici, et celui que vous cherchez est en ce moment auprès d'elle. » Cette réponse parut impressionner l'inspecteur,
et, se retournant vers ses agents qui s'effaçaient dans un coin de la pièce, il leur parla à voix basse. Dans l'atelier, Jacques était toujours agenouillé auprès du divan noir, absorbé dans la plus cruelle des méditations. Il courbait légèrement la tête, lorsqu'une main se posa sur son épaule. Il sursauta, se retourna. Chantecoq était devant lui. Sans prêter la moindre attention à la stupeur que manifestait le jeune journaliste, le grand détective lui disait, d'un ton bref, « La police est dans la maison. Suivez-moi. » Jacques dirigea un suprême regard vers la dépouille mortelle de Simone, mais Chantecoq l'entraîna au dehors, sortit avec lui de l'atelier, et ils firent quelques pas dans la nuit. À ce moment, ils aperçurent, éclairés par la lumière du grand salon, Mesnardier et les 2 agents qui, guidés par la demoiselle de compagnie, franchissaient le seuil de la porte-fenêtre accédant directement au jardin. Ils n'eurent que le temps de s'enfoncer dans un bosquet. Tandis que les policiers, toujours guidés par la Scandinave, s'avançaient vers l'atelier, Chantecoq et Bellegarde, qui marchaient à pas de loup, se glissaient jusqu'à la petite porte qui, au cours de sa première enquête chez Simone Desroches, avait déjà attiré l'attention du grand limier. Cette porte était légèrement entrebâillée. Le détective poussa Jacques au dehors, et tout en lui désignant une auto qui stationnait à quelques mètres de là, au milieu de la rue obscure, il dit « Montez vite dans cette voiture, je me charge du reste. » Bellegarde s'avança vers l'auto, près de laquelle Gautret attendait. Colette était assise sur le siège, les mains sur le volant, le pied sur la pédale, impatiente de partir. Jacques prit place dans le véhicule. Gautret referma la portière et s'installa près de Colette, qui démarra aussitôt. Chantecoq eut un soupir de soulagement. Puis il rentra dans le jardin, regagna le bosquet, et à travers les feuillages qu'il avait légèrement écartés, il aperçut Mesnardier et ses 2 hommes, qui, arrêtés devant l'atelier, hésitaient visiblement à y pénétrer. Tout à coup, l'inspecteur appela d'un geste brusque Elsa Bergen, qui se tenait à une certaine distance. La demoiselle de compagnie s'approcha de lui. Mesnardier lui adressa quelques mots. Sans doute lui demandait-il de pénétrer dans l'atelier, car mademoiselle Bergen se dirigea vers la porte qu'elle ouvrit toute grande. Une exclamation de surprise lui échappa, et de la main, elle invita les policiers à s'approcher. Mesnardier proféra un cri de colère. Dans l'atelier, il n'y avait plus que la morte, inerte, pâle et glacée, sur son lit de rose qui tachait de pourpre le velours du divan noir. Se retournant vers la Scandinave, qui ne semblait pas moins stupéfaite que lui, Mesnardier scanda. « Si vous m'avez menti, Bellegarde est tout de même perdu. 2 hommes placés devant la porte de l'hôtel le cueilleront au passage. »« Je vous jure, monsieur, que je n'y comprends rien, » protesta Elsa Bergen, avec une sincérité évidente. Mesnardier martelait. « Il ne saurait être loin, et nous allons fouiller le jardin. » L'inspecteur et ses 2 agents allaient commencer leur recherche, lorsque, sortant de l'ombre dans laquelle ils se dissimulaient, Chantecoq se dressa devant eux. « Chantecoq » reconnut Mesnardier. Le roi des détectives, tout en lui tendant la main, reprenait avec bonhomie. « Inutile, mon cher collègue, de vous donner tant de mal. Jacques Bellegarde vient de me filer entre les mains. » Mesnardier serra les poings, mais dominant la colère qui s'était emparée de lui, il se contenta de répliquer. « Je vous remercie, mon cher maître. »